Bonjour à tous, bonjour les audacieux. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour, c'est notre première conférence audacieuse de l'année 2026 et j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Nérin. Bonsoir. Bonjour Isabelle. Bonsoir. Isabelle s'est spécialisée dans l'accompagnement sur deux sujets différents, mais qui peuvent se retrouver d'ailleurs, sur l'accompagnement à la stratégie de collecte de fonds et de mécénat, et aussi sur le développement de la médiation culturelle. Voilà, elle travaille en partenariat avec différentes institutions muséales et des lieux patrimoniaux variés. Et elle va nous présenter aujourd'hui la médiation culturelle comme vraiment un outil à développer, un levier de développement de l'expérience client et de développement de vos chiffres de visite, finalement. Isabelle, je vais te passer la parole. Merci, bonsoir tout le monde. Enchantée de faire la connaissance, la connaissance de vous tous. Je suis ravie ce soir de pouvoir vous partager donc les bonnes postures idéales. Donc, on sait qu'on n'est pas dans un monde idéal, mais pour mettre en place une médiation culturelle au sein de votre lieu de patrimoine. Donc, je vais partager une petite présentation. Tac, tac, tac. Alors, non, c'est pas ça. Alors, je l'avais. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui, c'est parfait. Voilà. Et est-ce que vous me voyez toujours? Non? Oui, Oui oui, aussi. oui. Bon, et ben voilà. Donc, je vous ai préparé quelques slides. Ça va, on va dire une quarantaine de minutes, qui vont résumer les postures, la méthodologie et ce qu'on peut mettre en place comme médiation culturelle dans un lieu de patrimoine. Et puis après, je pense que si vous avez des questions, vous pourrez aisément les poser à la fin sans problème. Donc, rendre le patrimoine vivant et accessible à tous les publics. Donc, la médiation culturelle, c'est un format de visite qui sort des formats de visite classiques, dans le sens où on est habitué à un guide conférencier qui vient mettre en place des visites pour des visiteurs et qui délivre une information, on va dire, pour un visiteur passif qui prend l'information telle qu'elle et qui s'en va. Et donc, il n'y a pas forcément de lien qui se connecte entre le public et le lieu de patrimoine, puisqu'il s'agit là de patrimoine. Donc là où la médiation culturelle, elle est très intéressante, c'est qu'elle permet de s'adresser à un grand nombre de publics, voire tous les publics. Après, ça dépend évidemment de votre lieu, de votre situation géographique. Il faudra, on verra plus tard, bien choisir ces publics. Mais elle peut s'adresser à tous les publics, quel que soit leur âge, leur catégorie socio-professionnelle, leur typologie, leur provenance, bref. Elle peut s'adresser à tout le monde et elle peut s'adapter en fonction de chacun des publics. Donc, il n'y a pas une médiation, mais il y a plusieurs médiations en fonction des publics à qui vous voulez ouvrir votre lieu de patrimoine. Et ce qui est intéressant aussi dans cette mise en place de médiation, c'est que contrairement à la visite classique avec un guide conférencier, et je n'ai rien contre les guides conférenciers, c'est pas du tout une critique, mais elle permet une expérience active. C'est-à-dire que le visiteur devient actif et non pas passif. Il participe à une expérience, il la vit et du coup, ça crée la possibilité de garder un bon souvenir et de transmettre quelque chose de vivant et de pouvoir donc fidéliser tous ces publics accessibles. Donc, la médiation culturelle est bien un lien qui connecte le passé au présent et qui crée un lien entre le public et votre patrimoine. Donc, cette notion de médiation, dans ce cadre-là, c'est bien un outil essentiel dans le cadre d'une politique de démocratisation de l'accès à la culture. Donc, pour rappel,
Ça vient d'où originellement? C'est dans les années 2000, il y a eu le fameux CE-CRL, alors ça ne vous parle pas, mais c'est le cadre européen commun de référence linguistique, où on s'est dit, bah, les apprenants en français langue étrangère, effectivement, ils viennent apprendre le français, mais ils se doivent aussi de savoir répondre à des codes socioculturels. Et c'est de là que vient l'origine de la médiation culturelle. Alors après, elle a mis un peu de temps à se développer et ça fait une dizaine d'années que vraiment elle se développe de manière, on va dire, exponentielle, surtout dans les institutions culturelles, les musées, qui font quasiment tous maintenant appel à de la médiation culturelle et non pas à des visites. Alors, il en reste, mais beaucoup moins que des projets de médiation culturelle au sein de leurs institutions pour faire vivre justement une expérience unique aux visiteurs. Donc, c'est un outil essentiel qui s'applique maintenant aussi au territoire et au patrimoine, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et pour sa mise en place, ben, en fait, il faut être assez méthodologique et logique, je dirais, puisqu'il faut penser un certain nombre d'actions et de dispositifs qui favorisent la rencontre avec les publics, la culture et l'histoire de votre lieu, et qui permet donc aux visiteurs de vivre cette expérience. Effectivement, en fonction des publics, on ne mettra pas en place les mêmes actions et donc on ne mettra pas en place les mêmes dispositifs, évidemment. Donc, patrimoine et médiation, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire comprendre, puis partager et enfin valoriser. Je dirais que c'est les 3 points essentiels pour mettre en place une médiation. Et le premier, quand je dis comprendre, c'est comprendre le lieu pour le faire vivre. Ça veut dire que vous avez un patrimoine effectivement que vous souhaitez ouvrir au public et vous allez me dire, mais moi je sais très bien ce que j'ai envie de faire passer comme message et quel type de visite ou de médiation j'ai envie de mettre en place. Seulement, le message que vous voulez faire passer n'est pas forcément le message que le visiteur en attend. Donc, c'est là où j'invite quand même à bien connaître son patrimoine et son territoire et son territoire localement et régionalement aussi pour pouvoir s'adapter au territoire, mais aussi à l'attente du visiteur. Le message que vous avez envie de raconter n'est pas forcément celui que le visiteur en attend. Donc, il faut bien savoir ce que vous voulez raconter comme histoire, parce que c'est ça, hein, c'est vraiment raconter une histoire. C'est ça la médiation culturelle, la base, c'est de vraiment raconter une histoire. Et quelle histoire vous voulez raconter? Est-ce que c'est l'histoire de vos jardins? Est-ce que c'est l'histoire de l'intérieur de votre bâtisse? Est-ce que ça s'associe à l'histoire d'un territoire? Voilà, ça c'est vraiment très important de savoir au départ ce que vous voulez dire et ce que vous voulez faire passer comme message. Donc, effectivement, elle concerne prioritairement le site lui-même, évidemment, mais selon votre situation et selon sa situation, ça peut rentrer aussi au sein d'une histoire territoriale et on peut ouvrir la médiation. On y viendra plus tard sur des partenariats qui couvrent aussi un territoire local. Donc, vous l'avez compris, une médiation réussie, c'est une médiation qui s'adapte aux exigences et aux attentes du visiteur, sachant qu'ils sont pas tous, ce n'est pas tous la même typologie de visiteurs. Donc, il va falloir savoir aussi à qui vous voulez vous adresser. Un seul type de public ou plusieurs typologies de public, ça c'est à voir en fonction de votre situation également. Et dans le cadre de la mise en place de ces médiations, on peut avoir de la médiation directe, donc en présence d'un médiateur. D'ailleurs, il y a de plus en plus de formations qui s'ouvrent pour des médiateurs culturels. C'est vraiment très à la mode, y compris les guides conférenciers maintenant qui se forment également à la notion de médiation. Donc, vous pouvez avoir une médiation accompagnée par un médiateur, mais aussi une médiation indirecte qui se fait en totale autonomie, accompagnée par des outils adaptés et adéquats en fonction de la cible que vous souhaitez inviter. Et donc, cette médiation, il y a des défis. De toute façon, les défis, il y en a tout le temps, hein, donc ça ne serait pas drôle sinon. Donc, les défis de la médiation culturelle. Alors, d'abord, c'est l'accessibilité. Alors, l'accessibilité, pour moi, il y a 3 points importants. C'est alors l'inclusion, qui aujourd'hui est un élément essentiel, donc garantir
idéalement un accès physique, si possible, à votre patrimoine, mais aussi un accès culturel, donc raconter la bonne histoire aux bonnes personnes et surtout la raconter de manière entre guillemets vulgarisée pour que ça ne soit pas non plus une histoire qui s'adresse à des amateurs éclairés, voire des experts. Donc, il va falloir un peu vulgariser votre histoire et la raconter de manière un peu ludique et économique en termes de tarification, évidemment, pour pouvoir permettre, dans le cadre d'ouverture au public à des jeunes, par exemple, qui ne viennent jamais sans leur famille, des tarifications spécifiques. Donc, l'accessibilité, effectivement, mais aussi la diversification, puisque il y a plusieurs types de publics, des familles, des scolaires, des seniors, des touristes, des personnes en situation de handicap. Donc, vous n'êtes pas obligé. D'ailleurs, il n'y a aucune obligation, mais vous n'êtes pas, il ne faut pas que vous vous sentiez obligé de vous adresser à tout le monde. Vous pouvez aussi, en fonction de votre situation et du territoire sur lequel vous vous trouvez, décider de vous adresser qu'à des scolaires et des familles, par exemple, ou qu'à des seniors et des touristes. Tout dépend de là où vous vous trouvez, mais on s'adresse quand même rarement exclusivement à un seul public, mais vous n'êtes pas obligé de vous adresser à tous les publics non plus. Notamment pour les personnes en situation de handicap, si vous n'avez pas à proximité des associations qui sont dédiées à l'accompagnement de ces personnes, ça va être compliqué de vous adresser à des personnes en situation de handicap, puisque la proximité est un élément essentiel dans ce cadre-là. Mais la diversification est un défi, puisque en fonction des publics que vous allez cibler, ben, vous allez devoir mettre en place une médiation adaptée, donc pas forcément la même. La transmission, évidemment, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut concilier la rigueur historique avec la vulgarisation, entre guillemets, d'ailleurs j'aurais dû le mettre entre guillemets, de votre histoire et de ce que j'appelle le storytelling, qui va raconter une histoire dans le cadre de votre médiation. Donc, il faut faire en sorte que le visiteur comprenne et reste motivé et surtout concentré sur ce que vous lui racontez. Donc, si c'est trop, si la façon dont vous le racontez est trop élitiste ou trop ou à côté de la plaque parce que vous vous adressez à des jeunes et vous faites un discours historique qui n'est pas adapté, vous allez perdre forcément l'attention de vos visiteurs. Donc, il faut concilier votre histoire avec les publics que vous avez et à qui vous souhaitez ouvrir votre patrimoine. Et enfin, la préservation, puisque dans ce que vous allez mettre en place, dans les médiations que vous allez développer, vous allez forcément transmettre l'identité culturelle d'un lieu et les valeurs de votre patrimoine aux futures générations et aux personnes qui vont venir le visiter. Donc, c'est très important de savoir et de bien transmettre cette identité culturelle pendant la médiation, mais aussi après. Ça ne s'arrête pas forcément à la fin de la visite, hein, ça continue. Et notamment, on va y revenir avec les partenariats ou les partenaires que vous allez pouvoir impliquer dans votre projet. Donc, les objectifs de cette médiation. Alors déjà, ça facilite la recherche de financement. Enfin, si vous souhaitez accompagner une levée de fonds, notamment dans le cadre de restauration du patrimoine, le volet médiation culturelle, ouverture au public, facilite mais largement la recherche du financement que vous allez rechercher. Et de plus en plus, et c'est de plus en plus vrai. Donc, c'est un des objectifs essentiels, en tout cas, de la médiation culturelle, si vous souhaitez ou si vous cherchez à lever des fonds pour votre patrimoine, c'est qu'il y ait une ouverture au public. Donc, une ouverture au public, ça veut dire proposition de médiation et quel type de médiation pour quel public. Donc, ça, c'est très important. Et aussi, trouver les bons partenaires, les partenaires qui porteront votre projet, qui vont vous aider à développer, à faire parler et à communiquer de votre projet de médiation localement auprès d'abord de la population locale, des habitants, mais aussi de tous les autres partenaires susceptibles de pouvoir participer. On y reviendra un peu plus loin.
Faciliter évidemment l'accessibilité du site et ouvrir à tous les publics. Donc, on en revient à la problématique de l'inclusion. Donc ça, j'imagine que c'est pas facile pour tous les sites, mais vous me le direz tout à l'heure, peut-être vous aurez des questions en ce sens. De ce fait, vous ouvrez au public, donc l'objectif, c'est quand même d'augmenter la fréquentation de votre site et de fidéliser. Ça, c'est un des objectifs aussi essentiels de la médiation. Et du coup, d'engager un lien avec les populations locales. Il ne faut pas sous-estimer le rôle de ces populations locales qu'elles ont à jouer dans le cadre de votre médiation et de la communication de votre projet localement. Valoriser l'histoire du lieu et le savoir-faire, évidemment, et donc renforcer le sentiment d'appartenance communautaire qui est très important. Tout ça, ça favorise la dynamique locale, économiquement et socialement, et donc ça fait parler de votre projet, ça fait parler de votre patrimoine, et donc c'est forcément une opération et un projet réussi. Évidemment, la transmission intergénérationnelle des valeurs culturelles, bon ça évidemment, et surtout partager le résultat des expériences et communiquer. Vous pouvez mettre en place un projet extraordinaire, faire vivre des choses magnifiques à des publics enjoués et qui sortiront de là très, très contents. Si vous ne communiquez pas autour de votre projet, si vous ne communiquez pas avec vos partenaires ou localement sur ce que vous voulez faire, ça n'aura pas d'impact et vos objectifs ne seront pas forcément remplis alors que vous aurez mis en place tous les bons outils et la bonne histoire à raconter. Donc, la communication est vraiment essentielle dans le cadre de ce que vous voulez développer. Donc, il faut faire les bons choix. Alors, c'est pas facile de choisir, mais il y a des, on va dire, des postures à adopter. La première, c'est savoir comment raconter son histoire. Vous avez choisi quelle histoire vous voulez raconter. Vous avez pris un peu de recul, vous avez parlé autour de vous avec 2-3 personnes de confiance. Vous avez décidé de mettre en place une médiation à un public spécifique ou à des publics spécifiques. On verra, j'ai des exemples un peu plus loin justement d'un lieu qui met en place plusieurs types de médiation en fonction des publics qui souhaitent cibler. Et donc, vous avez choisi des outils de médiation adaptés pour votre site, pour raconter votre histoire. Donc, ça, c'est fait, c'est votre choix, ça y est, c'est bien acté. Alors, si votre stratégie ne s'appuie pas sur les bons partenaires, et c'est là où je dis s'entourer, vous avez beau choisir la bonne histoire à raconter, il ne se passera pas grand-chose. Donc, on fait rarement, enfin moi je ne connais pas de médiation culturelle qui se fasse de manière unilatérale sans partenaire. Donc, il faut savoir s'entourer, pas forcément de plusieurs partenaires, mais pas forcément d'un partenaire exclusif non plus. Donc, il faut choisir les bons partenaires, que ce soit des institutions locales, régionales, des experts, ça peut être des architectes, des AMO, des entreprises de restauration, puisque tous ces gens ont aussi des réseaux. Donc, plus vous choisirez les bons partenaires, plus vous pourrez aussi bénéficier du réseau de vos partenaires qui seront engagés dans le projet de développement de votre médiation au sein du site et au sein de son territoire. Donc, ça sera un effet boule de neige puisque ça va vous permettre de mettre en place votre médiation de façon optimale, de communiquer et de bénéficier du réseau de vos partenaires. On va revenir après sur les typologies de partenaires, mais c'est très important. Tout seul, on n'arrive pas, enfin, c'est très difficile de monter une médiation sans partenariat. Donc, une fois qu'on a choisi l'histoire et qu'on s'est bien entouré, il faut s'adapter et comprendre les publics. Il n'y a pas de médiation, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais des médiations selon les publics spécifiques. On ne s'adresse pas de la même façon à un ado de 15 ans ou à un senior de 50 ou à un enfant. Voilà. Donc, bien comprendre ces publics et adapter ces médiations. Il peut y en avoir plusieurs, ce n'est pas un problème, et comme il peut y avoir plusieurs partenariats également. Et évidemment, communiquer, qui est essentiel à tout projet de développement de médiation.
Donc, en résumé, vous choisissez votre histoire. Donc, après, votre médiation, elle n'est pas obligée de porter sur l'ensemble de votre site. Je prends un exemple, par exemple, vous pouvez décider de faire une médiation uniquement dans vos jardins. Vous pouvez décider de faire une médiation uniquement dans 2 pièces de la bâtisse de votre patrimoine. Voilà, ce qu'il faut, c'est bien choisir ce que vous voulez faire passer. Une médiation ne doit jamais dépasser 1 heure, 1 h 15, sinon vous perdez totalement l'attention des visiteurs. Donc, c'est pas la peine, si vous avez un patrimoine important, de dire ben, je vais faire une médiation dans la bâtisse et puis après dans les jardins. Non, il faut choisir, bien choisir en fonction de votre public ce que vous voulez faire passer et quel type de médiation vous voulez mettre en place autour d'un objet d'art, d'une histoire, d'un tableau, d'un jardin, peu importe. Donc, développer cette médiation et établir les dispositifs en lien étroit avec la mémoire du site et avec son environnement. Ça, c'est très important également, en favorisant une participation active des visiteurs. Donc, dans le cadre de la création de ces dispositifs de médiation, ce qui est important, c'est que le visiteur soit actif, qui participe à une expérience et qui ne soit pas passif, comme je vous disais au début, dans le cadre d'une visite avec un guide conférencier classique. La médiation, c'est vraiment un lien entre le public et votre patrimoine qui fait que le visiteur est vraiment acteur de ce qui se passe. Donc, évidemment, développer des partenariats locaux qui vont vous aider aussi à communiquer et à développer votre projet. Ne pas hésiter à tester des nouvelles méthodes. Par exemple, je vois de plus en plus au sein du patrimoine des résidences d'artistes avec des médiations autour de, alors ça peut être de la sculpture, de la musique, de la peinture, des ateliers d'écriture, enfin peu importe, mais c'est quelque chose qui se développe et qui fonctionne très bien aujourd'hui en termes de médiation, les résidences d'artistes au sein du patrimoine ou des spectacles vivants ou des concerts dans les jardins, enfin tout dépend du lieu que vous avez choisi, mais il y a plein de médiations aujourd'hui qui fonctionnent autour d'ateliers, entre guillemets, artistiques. Peut-être tester une première fois ce que vous voulez mettre en place, être sûr de l'efficacité de votre médiation, ne pas partir sur un projet de X mois ou X années sans le tester, qui ne fonctionnerait pas. Donc, pouvoir faire un premier test, s'assurer de son efficacité et éventuellement s'adapter, rebouger un peu les lignes si vous voyez qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas très bien et mettre en place une médiation plus adaptée. Et faire de la visite donc une expérience, une véritable expérience, de façon à ce que votre visiteur vive un moment, entre guillemets, ailleurs, en créant aussi des ateliers en lien pour développer le savoir-faire. Je vais y revenir. Ça aussi, ça marche très bien, mais c'est très lié aux résidences d'artistes, ou ça peut être lié aussi à des ateliers artistiques dans le cadre de scolaire. J'en parlerai tout à l'heure. Ne pas hésiter aussi à proposer des expositions hors les murs. Vous pouvez tout à fait monter des partenariats avec des institutions culturelles, par exemple, ou musicales, la Philharmonie, ou des musées nationaux ou régionaux, notamment dans les jardins, par exemple, pour les ateliers musicaux. Je sais que ça fonctionne très bien et je sais que c'est très apprécié en général de différents publics en fonction de la médiation que vous mettez en place. Ça peut en plus s'adapter à plusieurs type de public, donc c'est quand même assez opportun. Et enfin, travailler avec les communautés locales pour recruter ce que j'appelle les nouveaux volontaires, hein, c'est-à-dire des habitants ou des populations qui seraient prêts à venir partager à la fin d'une médiation ou à l'occasion d'un atelier la fierté, leur appartenance locale en donnant des petits détails de ce qu'eux ont vécu, de ce qu'ils connaissent de ce territoire et ce qui favorise et crée encore plus de liens entre votre visiteur et votre patrimoine. Évidemment, rendre votre site, je le mets à chaque fois, accessible aux personnes en situation de handicap, idéalement aussi. Alors, les visiteurs, il y en a beaucoup. Il y a les enfants.
Il y a les scolaires, donc collégiens, écoles, collégiens, voire lycéens. Il peut y avoir aussi les universitaires. Il peut y avoir aussi les personnes, les jeunes en apprentissage du français langue étrangère aussi. Les familles, puisque les enfants en général ne viennent pas tout seuls. Donc, si vous ciblez le public des enfants, bah forcément vous ciblez les familles, les seniors, les touristes, voire des publics éloignés et évidemment les publics en situation de handicap. Donc, il y a beaucoup de publics et évidemment, c'est rare qu'on puisse mettre en place des médiations pour tous les publics. Donc, vraiment, les publics dépendent aussi de votre situation géographique, de là où vous vous trouvez, du territoire dans lequel se trouve votre patrimoine. Et en fonction de cette situation-là, vous pouvez choisir. Alors, vous allez me dire, il y a des écoles partout, donc ça, les écoles, ok, mais il n'y a pas forcément des associations liées à l'inclusion partout, il n'y a pas forcément des touristes internationaux partout. Enfin, vous pouvez en choisir un ou deux pour décider de faire des médiations totalement adaptées. Ne pas oublier que dans ce cadre, il faut des supports de visite traduits, notamment pour accueillir les touristes internationaux et les populations aussi expats locales diverses, spécifiquement en anglais évidemment, mais ne pas oublier qu'il en faut. Et aussi, et ça, j'ai donné une formation il n'y a pas longtemps à un certain nombre de directions de musées récemment pour la mise en place aussi de supports faciles à lire et à comprendre qui accompagnent les médiations spécifiquement pour les publics en situation de handicap. Donc ça, c'est dans le cadre où vous voulez développer vraiment des médiations avec des associations locales. Vous ne pourrez pas le faire si vous n'avez pas mis en place des supports, ce qu'on appelle des supports FALC, donc en facile à lire et à comprendre, qui simplifient énormément votre parcours de médiation. Enfin, sinon, c'est pas possible. Évidemment, une tarification adaptée, avec possibilité de gratuité, voire tarif réduit pour les jeunes, donc pour les familles, pour les personnes au chômage, mais aussi pour les partenaires dans le cadre des comités d'entreprise. Enfin bon, adaptez votre tarification en fonction des publics et des partenaires que vous avez avec vous dans le cadre de ce projet. Alors, les partenaires. Alors, il y a trois sortes de partenaires. Il y a les partenaires institutionnels, les partenaires touristiques et les partenaires économiques. Donc, les partenaires institutionnels, c'est très compliqué dans le cadre d'une médiation et de la réussite d'une médiation de s'en passer. C'est-à-dire qu'il faut que vous en ayez au moins un. Enfin, je veux dire, la municipalité, enfin la mairie, pour moi, c'est un partenaire institutionnel très important dans le cadre de votre médiation, puisqu'elle va valider l'approche et elle va pouvoir aussi communiquer localement dans le cadre de son journal de la ville ou de sa newsletter ou d'un rassemblement au sein de la mairie. Enfin, c'est une façon de développer et de faire parler de votre projet localement et d'en valider l'approche. Surtout qu'on le verra après dans les partenaires touristiques, elle peut aussi influencer sur les offices de tourisme qui ne sont pas forcément des partenaires évidents à embarquer. Dans le cadre des jeunes publics, les écoles et les collèges, ça se fait de plus en plus, l'importance des jeunes publics, donc des familles, économiquement aussi, c'est intéressant, et aussi dans le cadre de la valeur de transmission, de trouver des partenaires, des écoles primaires ou des collèges qui peuvent, pour lesquels vous pouvez mettre en place des médiations adaptées, voire des ateliers aussi après artistiques, en post-médiation, etc. Je vais en reparler un peu plus tard, mais c'est vraiment quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui en termes de médiation au sein des institutions et du patrimoine. Évidemment, pour eux, mettre en place des outils adaptés à des jeunes. La DRAC, ça peut être un soutien économique parfois, pas toujours, mais c'est aussi un lobby. Donc évidemment, la DRAC est un partenaire institutionnel important et les associations locales pour des publics spécifiques dans le cadre notamment de l'inclusion, si tel est le cas là où vous vous trouvez.
Mais il faut que vous ayez au moins un partenaire institutionnel avec vous dans le cadre du développement de votre médiation. Et puis, il y a les partenaires touristiques, donc les offices de tourisme, évidemment, s'adressent aux touristes internationaux, mais aussi aux touristes nationaux qui viennent sur le territoire, dans votre région, et qui accompagnent en termes de communication et qui peuvent faire parler de votre projet. Je vais y revenir, mais c'est vrai que les offices de tourisme ne sont pas forcément évidentes à embarquer. C'est pour ça qu'il faut s'appuyer beaucoup sur d'autres partenaires institutionnels pour pouvoir valider ce projet. Les agences touristiques, les guides conférenciers, sachant qu'aujourd'hui, les guides conférenciers, énormément, moi j'en connais un certain nombre, par exemple, qui se forment à la médiation. Donc, ils ont bien compris qu'il y avait de moins en moins de visites classiques telles qu'on les connaît jusqu'à aujourd'hui, et donc qui sont prêts à faire jouer leur réseau et leur relais. Et donc, ça peut être aussi un partenaire touristique important dans le cadre du réseau qu'ils ont développé de leur côté pour faire venir des nouveaux publics au sein de votre patrimoine. Et évidemment, tout ce qui est hôtellerie, restauration pour les communications et les supports de communication de votre projet. Et enfin, les partenaires économiques, et là, les entreprises privées locales, qui pour moi sont essentielles. D'abord, ça peut être des mécènes, donc mécènes financiers ou mécénat de compétences aussi. Ils ont un réseau professionnel, ils ont un comité d'entreprise, donc ça peut être aussi une façon de proposer votre médiation au comité d'entreprise. Ils aiment beaucoup le mécénat de compétences parce que ça leur permet de communiquer en interne. Donc, ils dépêchent un jour ou deux par semaine un salarié et ça leur permet, eux, de faire une communication interne et donc de motiver leurs salariés localement sur des actions territoriales. Donc, c'est très prisé. Et je vous invite vraiment à aller les chercher. Vous pouvez vous appuyer pour ça sur la Chambre de commerce qui aide beaucoup, qui peut faire passer des listings de toutes les entreprises que vous avez localement. Ça peut être aussi une entreprise nationale qui a une filiale, hein, je veux dire, c'est pas. Mais voilà, c'est très important dans le cadre de votre projet de médiation parce que ça peut être aussi du financement, du cofinancement, de l'aide. Ça peut vous ramener des publics et ils peuvent communiquer au sein de leur propre réseau. Donc, c'est vraiment presque idéal d'avoir une entreprise locale qui participe à votre projet. Et évidemment, les artisans et commerçants locaux qui sont des lobbyistes pour l'ensemble des publics. Voilà. Donc, vous n'aurez jamais tous les partenaires. Ça, c'est quand même assez rare. Mais si vous avez la municipalité, que vous passez un partenariat pour développer les jeunes publics avec l'école ou le collège dans votre environnement et que vous avez une entreprise privée locale qui est intéressée à développer sur les jeunes un projet spécifique de médiation, vous pouvez après communiquer auprès des artisans, des commerçants, et forcément, votre projet de médiation verra le jour et sera forcément une réussite. Donc, comme je le disais, les partenariats, c'est pas toujours évident de mobiliser les partenaires. Ils s'investissent pas. Enfin, il faut les motiver, il faut mâcher le travail, il faut leur expliquer leur intérêt dans votre projet de médiation. Et donc, il faut aussi apprendre à contourner les décisions en créant un réseau en toile d'araignée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller à aucun moment cibler un seul et unique partenaire en se disant c'est lui ou personne d'autre. Non, il faut vraiment aller en chercher plusieurs et c'est un peu comme une bouteille à la mer et voir comment ça redescend et voir comment ça se passe et comment le projet est accueilli en fonction des différents partenaires que vous avez contactés. Sur le nombre, vous en aurez forcément qui seront intéressés. Mais en tout cas, je vous engage à en cibler plusieurs. Vous appuyez sur l'ensemble des institutions possiblement partenaires pour convaincre, sans a priori, sans vous dire non, mais ils ne vont pas vouloir parce que, pour X ou Y raison.
vous développez votre médiation, vous le faites savoir aux différents types de partenaires et vous voyez comment ils réagissent. C'est un travail aussi de fond, il faut aller les relancer, il faut aller leur présenter le projet. Oui, c'est un travail de fond, mais c'est un travail qui paye. Je vous invite également, dans le cadre de votre médiation, à ne pas communiquer au moment où vous ouvrez les portes de votre patrimoine, mais en amont, pour faire connaître votre projet et pour communiquer autour de votre projet et donc pouvoir embarquer le plus grand nombre de visiteurs possible et le faire auprès de tous les partenaires qui seront liés et engagés avec vous dans ce projet. Comme je le disais, les entreprises privées locales pour s'adosser à leur propre réseau de partenariat. Même si une entreprise n'est pas mécène, elle peut être quand même partenaire pour communiquer et ne serait-ce que partenaire dans le cadre de ses salariés, de son comité d'entreprise, pour venir participer à une médiation particulière. Donc idéalement, oui, elle peut être mécène et partenaire et aussi, entre guillemets, visiteur, mais c'est pas tout ou rien. Si elle n'est pas mécène, elle peut user de son réseau de partenariat parce qu'elle trouve que votre projet de médiation est pertinent. Donc, ne pas hésiter à les contacter aussi pour ça et ne pas sous-estimer l'importance des populations locales qui définissent une identité et l'appartenance à des valeurs locales et donc qui peuvent aussi jouer un rôle de communicant et de lien entre votre patrimoine et le visiteur. Donc, il y a différents dispositifs pour différents publics, ça vous l'avez compris. La médiation s'inscrit dans le cadre d'une rencontre particulière entre votre monument et le visiteur. Donc, il faut développer une médiation capable de transmettre l'histoire, les coutumes, les secrets. Là, Versailles a fait, alors Versailles, c'est Versailles, mais c'est intéressant parce qu'ils ont fait pour les jeunes une médiation autour des lieux disparus de Versailles et ça cartonne. Enfin, je veux dire, même les plus jeunes, autour d'une appli et de réalité augmentée, ils ont fait redécouvrir le labyrinthe de Louis XV et puis quelques lieux disparus, par exemple, comme je parle de secret des habitants ou secret des lieux, ça peut être aussi ça, rendre vivant ce qui ne l'est plus, par exemple. Ça peut être très intéressant, notamment sur les jeunes publics. Donc, il faut bien se poser la question de que faut-il transmettre de l'histoire de ce lieu en fonction de son histoire, justement. Ne pas oublier que la médiation n'est pas figée et que les lieux de patrimoine sont porteurs de significations différentes selon les publics et les cultures différentes. Les visiteurs cherchent forcément, toujours, et même vous, quand vous allez visiter un lieu, vous cherchez une correspondance et des résonances avec votre propre histoire. Donc, voilà, c'est important de vraiment s'adapter. Là, j'ai fait une petite parenthèse sur les touristes internationaux notamment, que je considère comme un cas à part. Pourquoi? Parce qu'en fait, les touristes internationaux viennent passer peut-être 2 jours dans votre région et vous, votre médiation ne sera qu'un élément dans le cadre d'un package qui leur sera proposé. D'autres activités, bon, j'ai mis balade à vélo, promenade en forêt, peu importe, mais vous ne serez qu'un élément du package. Donc, il y a très peu de touristes en général qui font du patrimoine, effectivement, le but même de leur voyage. Donc, voilà, il faut bien, pour ces typologies-là de public, savoir ce qu'on veut leur transmettre, prendre en compte la différence linguistique et surtout les intégrer et intégrer votre médiation dans un parcours d'une offre partenaire avec donc l'office de tourisme, mais aussi peut-être un restaurant ou un hôtel pour trouver une médiation autour du terroir, du goût, par exemple, du vin. Enfin, voilà, il faut que ça soit cohérent avec le reste de leur parcours, d'où l'importance, là encore, du partenariat. Alors, en fonction des méthodes, il y a des outils et des outils en fonction des cibles. Donc, vous avez les visites guidées sous forme d'expériences interactives et immersives pour favoriser l'échange. Donc, famille, jeunes adultes, touristes éventuellement également. Donc, ça, c'est très prisé. Et les outils en face, c'est des applications mobiles. Aujourd'hui, c'est très fréquent.
des audio-guides qui marchent très bien aussi. Vous verrez dans l'exemple qu'on va voir juste après. Donc ça s'adresse, expérience interactive immersive, vraiment à des jeunes publics, familles, jeunes adultes. Pour les enfants, il y a quelque chose qui marche très très bien, c'est les ateliers participatifs et pédagogiques. Si vous avez un partenariat avec une école, par exemple, vous pouvez très bien mettre en place 45 minutes de médiation en choisissant 2, 3 objets ou jardins ou lieux spécifiques au sein de votre patrimoine et ouvrir après sur un atelier participatif où vous proposez aux enfants pendant 40 minutes ou 45 minutes de développer un atelier sensitif autour de l'odorat, du toucher, du goût. Ça aussi, ça marche très très bien et ça se développe beaucoup. Vous pouvez aussi, si dans le cas d'un partenariat financier que vous auriez, y ajouter une appli avec une réalité augmentée autour de ça, pourquoi pas, mais ça peut se faire sans, pas une obligation. Et puis, il y a aussi des conférences ou des débats, donc plus classiques pour un public plus senior ou des amateurs plus éclairés, avec un espace de discussion pour approfondir les thématiques que vous aurez déployées lors de votre médiation. Je crois que c'est le musée de Caen, je crois que c'est Caen qui a fait récemment justement une médiation méditative. Ils ont choisi 3 tableaux, 3 peintures et ils ont proposé aux gens de vivre un moment méditatif devant ces tableaux en fermant les yeux, en leur demandant après 5 minutes de réouvrir les yeux, de ce qu'ils avaient ressenti, comment ils voyaient le tableau, ce qu'ils en sortent, enfin, quel était leur ressenti face à cette peinture. Et derrière, ils avaient ouvert un débat justement sur la méditation, le ressenti face à des œuvres d'art qu'on ne connaît pas forcément, etc. Enfin, c'était assez intéressant, donc ça peut être aussi ça. Et surtout, on peut y associer les narratifs locaux, c'est-à-dire les volontaires qui viennent approfondir et créer ce lien par la mémoire locale autour de ce type d'atelier ou de conférence. Donc ça aussi, ça peut être très intéressant. Évidemment, ça ne s'adresse pas à des jeunes, ça s'adresse à des publics plus éclairés ou plus seniors. Donc, les innovations numériques, juste pour rappel, vous avez les applications mobiles. Ça, c'est pas très compliqué. Des contenus multimédia enrichis, des guides interactifs. Ça se démocratise complètement. Après, la réalité augmentée, c'est pas compliqué, mais ça nécessite un budget quand même un peu plus supplémentaire. Mais bon, on peut trouver des partenaires intéressés pour ça. Alors évidemment, reconstruction 3D pour redécouvrir les époques passées, les bâtiments, ça plaît toujours. Alors ça plaît beaucoup aux jeunes. Vous pouvez aussi avoir, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, des explorations à distance pour ouvrir l'accès à des visites virtuelles. Voilà, comme vous visiteriez un appartement, on peut visiter votre patrimoine, par exemple. Je fais une petite parenthèse sur le narratif, le fameux volontariat, parce que c'est une nouvelle méthode de médiation guidée qui se déploie pas mal en ce moment, parce que les experts, enfin les guides conférenciers, les experts peuvent expliquer effectivement, avoir une façon de retransmettre l'information, mais les amateurs sont le lien vivant entre les communautés locales et ces experts, et ils ont la capacité d'adapter un discours en apportant leur regard et donc permettre une approche plus participative de votre patrimoine en vulgarisant un peu le langage et en captant l'attention du public. Et ils sont, alors effectivement, c'est pas toujours aisé, il ne faut pas avoir 50 personnes volontaires, mais si vous avez 1 ou 2 personnes localement qui sont intéressées à participer en fin de médiation ou même au cœur de la médiation, à accompagner cette médiation avec le médiateur, c'est toujours un plus et ça développe vraiment le lien et ça crée vraiment du lien avec le visiteur. Donc, chaque visite conduite par un volontaire est spécifique. Elle permet de découvrir des anecdotes que lui a, que n'aura pas forcément le médiateur, des secrets, entre parenthèses, que personne d'autre ne sait, mais qui sont en lien étroit avec les attentes des visiteurs. Donc, ça crée du souvenir, ça crée de la fidélisation,
ça crée une expérience à part, entre guillemets, un peu exceptionnelle, qu'ils ne voient pas ailleurs. Donc, l'utilisation de ces témoignages vivants donne une dimension plus humaine à la visite et crée des souvenirs. Alors, ça peut être aussi dans le cadre d'ateliers. Par exemple, vous pouvez avoir une médiation et puis à la fin, ouvrir sur un atelier sensitif avec un volontaire ou quelqu'un localement qui est très engagé dans le cadre du vin, par exemple, du terroir, autour de la restauration, et qui fait un atelier sur le goût pour la notion de terroir, mais aussi dans les jardins, autour de l'odorat, pour des médiations dans les jardins. Vous pouvez avoir un paysagiste, par exemple, localement, qui peut être très intéressé à venir participer et donner aussi son savoir-faire dans le cadre d'une médiation dans les jardins, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment, c'est assez nouveau, mais ça marche très bien. Et en plus, les gens sont toujours contents de participer, fiers. Donc, voilà, c'est du win-win. Enfin, c'est une situation gagnant-gagnant. Voilà, et alors je voulais terminer par deux exemples. Le premier, c'est une médiation à l'abbaye de Fontevraud, donc qui voulait ouvrir à un plus jeune public, qui en faisait une priorité, donc élargir ses publics et ouvrir aux jeunes et aux familles, et qui a joué donc un rôle pionnier dans le domaine de la pédagogie autour du patrimoine, en mettant en place aussi des ateliers régionaux du patrimoine comme point d'appui important pour la médiation et donc pour aller à la rencontre du public familial et donc des adolescents. Ils ont fait trois choses. Ils ont mis en place trois médiations différentes. C'est pour ça que je voulais vous le montrer, parce que on peut avoir un même lieu et avoir trois types de médiation. La première, c'est une visite interactive de l'abbaye à l'aide d'un PDA, alors Personal Digital Assistant, pour info. Et donc, c'est un des premiers sites qui a développé ce dispositif innovant. Et donc, ça permet une visite interactive entre le monument et le visiteur, qui détermine les séquences qu'il souhaite entendre ou les séquences qu'il souhaite visionner parmi tous les contenus disponibles. Donc, le guide permet d'accéder à des contenus, des détails insolites ou inaccessibles dans le cadre de certaines visites et des reconstitutions d'espaces disparus. Donc, c'est assez intéressant. Je me dépêche un peu parce que je crois que l'heure tourne. Un document, comment ça se passe? Donc, c'est un document qui comprend un plan des zones couvertes et qui offre des contenus enregistrés et repérés par un code couleur pour les enfants et les adultes. Donc, il y a plusieurs zones possibles, l'accueil, l'abbatiale, le cloître, etc. Et on peut accéder à ces contenus en rapport avec ces différents lieux. Et donc, chaque zone est divisée en séquences avec des textes, des audios, des vidéos. Donc, c'est vraiment bien. Et on peut laisser aussi un message sur le livre d'or de l'abbaye si on souhaite. Donc, c'est vraiment très complet. Et comment c'est possible? Là, ils ont trouvé un partenaire, évidemment, jeune public, avec Orange, qui a totalement financé le projet et qui était très intéressé, puisqu'ils ont communiqué autour de tous les jeunes publics. Donc, c'était vraiment pour eux, c'était un partenariat très opportun pour Orange et très opportun économiquement pour Fontevraud. Donc, ils ont attiré effectivement les jeunes avec ça, donc les familles. Ils ont mis en place des dispositifs innovants et ça leur a permis aussi de se distinguer de la concurrence, comme vous pouvez l'imaginer, en donnant une image dynamique de l'abbaye et de son offre de services aux visiteurs. Voilà, je précise que ce n'est pas une offre complémentaire à une visite guidée. Le PDA est un outil, ce n'est pas une fin en soi, donc ça peut être en plus, mais c'est un vrai plus. Ils ont mis également en place les ateliers du patrimoine qui initient les plus jeunes à l'éducation artistique dans le patrimoine. Et moi, ça, je trouve ça super. Par une appropriation, une mise en œuvre de pratiques créatives qui s'installent aussi dans le cadre d'une médiation. Donc, effectivement, c'est très apprécié des politiques publiques et de la valorisation du patrimoine auprès des scolaires. C'est soutenu donc par l'Éducation nationale, par la DRAC et par la région Pays de la Loire. Et donc, l'idée, c'est d'animer, de valoriser cette abbaye en mettant une pédagogie adaptée au public scolaire et en organisant des journées ou des classes ou des stages. Alors, en fonction de la maternelle à l'université, évidemment, les ateliers ne seront pas les mêmes, mais ce seront quand même des ateliers participatifs qui rendent effectivement le patrimoine plus vivant que jamais.
Donc, j'aime bien aussi ce type de médiation. Là, je vous ai un peu expliqué comment. Donc, il y a une première visite rapide. Alors, ils choisissent en général ce qu'ils veulent déployer comme type d'atelier. Donc, ils vont travailler sur l'urbanisme ou sur l'architecture ou sur les jardins, peu importe. Il succède une deuxième phase de découverte des différents sites et lieux qu'ils auront choisis. Et après, un atelier de pratique artistique où on demandera de manière participative, alors aux enfants, aux jeunes adultes, aux adolescents, peu importe, mais ça peut être aussi pour des adultes, en fait, de reconstituer au choix une maquette qu'ils auront choisie autour de l'architecture avec des dessins, des photos, du modelage, etc. Et ça fonctionne très bien. Et c'est pas très compliqué à mettre en place. Donc, les ateliers patrimoine enrichissent la réflexion pédagogique et élargissent la médiation, effectivement, autour de la culture. Et c'est devenu une offre de médiation culturelle et artistique qui a été très reconnue, évidemment, dans le réseau éducatif territorial et qui favorise la compréhension, effectivement, de l'histoire de votre site. Et pour finir, ils ont fait, alors, pour des publics plus seniors ou plus touristes internationaux, une visite insolite de l'abbaye, dans les entrailles de l'abbaye, pour des amateurs plus éclairés qui veulent en savoir plus sur un domaine précis de l'abbaye, et pour finir par un moment récréatif et mobiliser encore une fois les sens autour de la curiosité, en achevant par, alors là c'est une dégustation de vin de Saumur, mais ça peut être tout à fait autre chose, ça c'est beaucoup plus classique, mais encore une fois, c'est un même lieu et c'est plusieurs typologies de public, donc plusieurs typologies de médiation. Et enfin, pour finir, je voulais vous parler du château de Canisy, qui est une propriété familiale que vous connaissez peut-être d'ailleurs. Là, l'idée, c'était de transmettre et perpétuer cet héritage en développant un accueil individuel ou collectif au château. Donc là, il ne s'agissait pas de mettre en place des médiations spécifiques de visite, mais de développer des nouvelles activités pour les visiteurs, donc individuels ou en groupe, ou pour même des entreprises qui souhaitent être hébergées et du coup développer des médiations autour d'ateliers du groupe. Donc c'est voilà un autre type de public et un autre type de médiation. Donc là, c'est vraiment plus une clientèle touristique étrangère, évidemment de par sa situation en particulier américaine, puisqu'on a le Mont Saint-Michel qui est pas loin et les plages du débarquement. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Cette médiation-là au château de Canisy fait partie d'un package, c'est-à-dire que les touristes viennent pour voir les plages du débarquement, le Mont Saint-Michel, et donc finissent hébergés ou non par des ateliers du goût au château de Canisy. Enfin, c'est un autre exemple de médiation. Et de ce fait, donc, ils se sont ouverts aussi aux entreprises, aux fêtes de famille, aux séminaires professionnels. Il y en a de plus en plus maintenant au sein des patrimoines. Donc, en ouvrant des salles de séminaire, des salles de restauration, voilà. Et puis, le parc est offert en permanence à la promenade. Voilà, c'est un autre type de médiation, là, plus culinaire et plus entreprise, plus destinée aux entreprises locales, mais pourquoi pas. Encore une fois, c'est aussi une forme de médiation par les ateliers du goût et ça peut être aussi opportun de le développer selon effectivement votre type de patrimoine. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci à tous. Merci beaucoup, Isabelle. Voilà, je suis allée un peu vite sur la fin, désolée. Je voyais leur tourner, donc j'espérais. C'est parfait, ça nous laisse un petit peu de temps pour quelques questions, mais peut-être que tu peux fermer le partage, comme ça tu vas retrouver l'écran. Voilà. Merci beaucoup, c'était très riche, il y avait beaucoup d'informations et les exemples à la fin étaient très intéressants, même si ce n'est pas forcément atteignable par tous. C'est quand même très bien de pouvoir se situer par rapport à des idéaux qu'on peut se donner comme ça. Qu'est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à profiter de la présence d'Isabelle. Ça vous laisse dubitatif. Bonjour. Bonjour. Nathalie Romaté, château de Miroménil. Bonjour Nathalie. J'aurais voulu avoir peut-être un peu plus de précision sur le statut des volontaires. Oui. Sachant que c'est quand même quelque chose d'un peu
un tout petit peu compliqué. Moi, notre mode de fonctionnement ici, ce sont des guides qui sont rémunérés, des guides stagiaires, essentiellement des humains, hein, parce qu'ils peuvent s'adapter à tous les publics et que c'est comme ça que moi je le conçois. Bon, ça, c'est notre parti pris. Par contre, je me suis un petit peu bagarrée, notamment avec les offices de tourisme du Havre, de Dieppe, etc., qui parlent de ces fameux guides volontaires, j'ai oublié leur nom, je ne sais plus comment on les appelle, qui font des visites gratos, qui expliquent qu'ils ne sont pas rémunérés du tout et qui partagent leur passion de l'histoire et des lieux avec des tas de gens. Donc, c'est très bien, mais bon, pour nous, ça crame un peu notre budget et enfin notre entreprise, on va dire. Par contre, si ces gens interviennent et si on les fait intervenir chez nous, est-ce qu'on est obligé d'avoir une association de façon à ce qu'ils soient considérés comme étant des bénévoles, faisant partie de l'association et donc pouvant intervenir? Parce que moi, j'ai peur qu'on les considère comme des gens qui interviennent au black ou voilà, qui n'ont pas de contrat, et etc. Donc, comment est-ce que l'on peut… Quel est le statut de ces volontaires? Alors, c'est-à-dire, soit vous passez effectivement par une association, et donc là, ça ne pose aucun souci. Soit ils ne sont pas liés à une association, et dans ce cadre, ça peut être un habitant localement qui décide de manière tout à fait volontaire et bénévole de venir passer un savoir-faire particulier. Je parlais tout à l'heure du paysagisme dans le cadre d'un jardin, j'ai pris cet exemple, et qui vient faire part de son savoir-faire local, territorial, dans le cadre de votre médiation. Et je ne vois pas en quoi ça pourrait poser un souci, puisque c'est du volontariat et du bénévolat. Alors moi, j'ai eu l'inspection du travail qui a débarqué. J'avais été évidemment dénoncée et qui s'est attaquée, entre guillemets, à mes enfants, qui servaient et desservaient gentiment avec un joli tablier écrit Miroménil, les repas. Et donc, je leur ai demandé, moi, je leur ai dit que ça faisait partie de mon éducation que je leur donnais. Et je leur ai demandé s'il y avait des contre-indications. On m'a dit qu'il ne fallait pas que ce soit à heure fixe, pas rémunéré expressément pour et pas sous la contrainte. Donc, je vous rassure, je ne bats pas mes enfants. Mais ceci dit, il faut faire quand même extrêmement attention. C'est pour ça que je me permets de… Oui. Alors, c'est la première fois que j'entends, enfin, c'est un peu l'inspection du travail qui est venue chez vous. Ah oui, oui. Bon, alors après ça tout dépend de notre taille, de ce qu'on met en place, etc. Mais comme ils ont fait notamment une course justement à la recherche d'absence de contrat et autres, notamment l'été dernier, il faut être extrêmement vigilant avec ce genre de choses. Voilà. Mais à partir du moment où ils sont bénévoles, alors peut-être que les enfants, c'était parce que c'était des enfants, je ne sais pas, mais et je ne doute pas du fait que vous ne battiez pas vos enfants, mais à partir du moment où ils sont bénévoles et qui font partie d'un savoir-faire local qu'ils viennent partager, honnêtement, j'ai jamais entendu de soucis. J'ai jamais entendu le Rocher. Je ne sais pas si vous connaissez le château du Rocher Portail, pour lequel j'ai fait du mécénat de compétences. On avait un volontaire qui était venu pour parler justement du potager, des légumes, etc. On n'a jamais eu de problème. C'était du bénévolat, donc il n'y avait pas de souci là-dessus. Après, si vous pouvez vous allier à une association, c'est encore mieux. Mais… Oui, moi je voudrais… Oui. On a eu un début de question qui s'est arrêté. Oui. Qui a pris la parole? J'ai vu Jean Huguet, mais je ne suis pas sûre. J'ai entendu une voix féminine, donc je ne suis pas sûre. Nathalie Huguet, vous m'entendez? Oui, ça y est, Nathalie, on vous entend. Château de Biennassi en Bretagne. Je pense qu'en effet, pour des guides réguliers, je pense qu'il faut faire très attention, qu'on est surveillé. Par contre, pour quelqu'un qui a un savoir-faire spécifique et une expertise de façon ponctuelle, je pense en effet que ça ne pose pas de problème. Oui, ça pose aucun problème. Pour des guides réguliers qui sont là tous les jours pour faire des visites, en effet, c'est du travail maquillé, si je puis dire, entre guillemets. Oui, alors justement, moi, j'ai bien différencié le volontariat de la médiation, du médiateur ou du guide conférencier. Hein. Je vous rejoins, Nathalie, là-dessus. Effectivement, si c'est quelqu'un qui vient faire une médiation quotidienne ou hebdomadaire, oui, là, ça répond à un contrat spécifique. Mais dans le cadre d'un bénévolat qui vient partager un savoir-faire, honnêtement, pour moi, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas répondu à votre question, je sens, mais bon.
Si, ça nous permet d'avoir des arguments s'ils redébarquent avec leur mallette. Il n'y a Faut pas pas de que ça problème. soit régulier. Voilà, franchement, On va prouver que c'est récurrent, donc on s'en fout. C'est voilà, parfait. exactement. Exactement. Oui, et puis tes enfants, ils peuvent dire qu'ils l'ont fait qu'une fois ce jour-là. Oui. Enfin, je rattrape les petits-enfants là maintenant, donc j'attaque la génération d'après. Bon. J'ai une autre question aussi par rapport aux exposés que vous avez fait, enfin aux cas pratiques concrets que vous avez, dont vous avez parlé. Est-ce que vous avez des idées de budget ou de fourchettes budgétaires qui sont consacrées à l'un ou l'autre des Alors, j'ai pas d'idée des précise, médiations? mais j'ai une idée. Bon, alors effectivement, l'abbaye de Fontevraud, c'est un budget, donc d'où le partenariat avec Orange en total, enfin qui a pris en charge la totalité du process. Sur Fontevraud, on est aux alentours des 100 cas. Mais c'est pour ça qu'Orange a été le partenaire financier. Après, ils s'adressaient à un public jeune, ça les intéressait. Sur les ateliers gustatifs, franchement, ça dépend de ce que vous mettez en place, mais c'est des budgets qui restent, ça peut aller de 2 000 € à 5 000 € en fonction de ce que vous décidez de mettre en place. Mais là encore, le partenariat est super important parce que dans le cadre de ces ateliers, vous pouvez très bien avoir un partenaire ou du mécénat de compétences avec une entreprise locale qui trouve ça judicieux et qui vient s'occuper de déployer votre atelier. Donc, c'est là où le choix du partenaire est important. Et alors, pour le château, en fait, lui, il s'est spécialisé dans les séminaires auprès des entreprises. Donc, il a surtout développé chez lui une partie restauration, hébergement. Et donc, tout ce qui est forcément séminaire d'entreprise, c'est toujours en général bien vendu, entre guillemets, puisque c'est des comités de direction, des COMEX, des comités d'entreprise. Donc, ça, c'est comment dire, c'est un investissement au départ pour faire en sorte qu'il y ait une salle de séminaire, pour faire en sorte qu'éventuellement il y ait une salle de réception. Mais après, c'est un investissement sur lequel on investit une fois et on rentre dans ces frais largement après dans le cadre des séminaires que l'on vend aux entreprises. Donc, Dernière question, je ne veux pas monopoliser, mais est-ce que vous auriez des petits conseils pour des gens qui débutent, pour qui démarrent la médiation culturelle, oui. qu'on puisse, mais sans réel budget, sans vraiment de partenariat, parce qu'en ce moment, on va pas dire que 2026 risque d'être plombé grave, mais on n'en est quand même pas très loin. Et ça risque d'être très, très chaud. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas 2-3 petits trucs qu'on pourrait donner ou avoir à l'esprit en disant, voilà, ça vous coûtera votre bagou et vous, enfin votre présence, mais est-ce qu'il n'y a pas 2-3 tendances que vous pourriez donner qui pourraient nous aider? Ce qui fonctionne très bien, c'est les ateliers, par exemple. Donc, sans partir dans Fontevraud, où là, forcément, c'est un budget, bon. Mais franchement, vous mettez en place une médiation d'1 heure. Vous choisissez, un objet spécifique qui a une histoire ou dans le jardin, quelque chose, soit les jardins, soit l'intérieur de votre bâtisse avec 2-3 objets spécifiques qui ont une histoire particulière. Vous faites avec votre médiateur ou vous-même, vous racontez l'histoire de l'objet, vous faites une médiation particulière autour de ça et derrière, vous ouvrez sur un atelier participatif, créatif de 30-40 minutes autour de cette histoire et ça marche très bien. Ça marche très, très bien. Parce que ça permet aux gens de repartir avec, ils ont fait quelque chose, ils ont participé à quelque chose, ils sont restés actifs de la médiation, donc ils ont un souvenir, ils en parlent, ils disent, ah, c'est super, c'est génial, j'ai vécu ça, du coup, ça fidélise, ça fait venir d'autres personnes. Ça vous coûte pas grand-chose finalement, parce que bon, un atelier participatif créatif, ça peut être autour, moi j'en ai fait un autour de la peinture, du dessin, enfin, ça est des feutres, des crayons de couleur, des feuilles blanches, par exemple, et votre présence en tant que médiateur ou la personne, je ne sais pas si vous avez un médiateur ou si vous travaillez avec un médiateur ou si c'est vous qui le faites, mais donc du coup, en termes de coût, c'est quasiment nul et ça crée vraiment un bon souvenir pour les visiteurs.
Et vous le Ouais, vendez je combien? rebondis là-dessus, Isabelle, parce que je pense que ces ateliers, ça peut être un vrai levier pour faire venir et revenir le Oui, public local, oui, parce que c'est bête à dire, mais finalement, ceux qui sont autour de chez vous, ils savent que le château est ouvert à la visite depuis 10 ans, 20 ans, ou enfin, qu'il est ouvert tout le temps. Et en fait, pour déclencher la venue, ce type de proposition, voilà, ça fait sauter le pas, oui, je c'est dirais, vraiment. à la population locale, surtout bah, les familles, hein, les familles qui ont des enfants. Ouais. Là, ça marche très bien et ça permet de les faire revenir, en fait. Parce que peut-être qu'ils ont déjà visité le château, le lieu, mais ils reviennent une deuxième fois parce qu'on propose ce petit atelier qui change un peu les choses. Comme des audacieux nous les ont déjà décrits. Je pensais par exemple à Marguerite de Mézrac qui fait des ateliers de création de bouquets parce qu'elle a la matière première Ouais, c'est ça, c'est super. chez elle. Et après, effectivement, elle les anime avec une deuxième personne, mais elle donne de sa personne directement, effectivement. Et surtout, autour du goût, des sens. Vous voyez, l'odorat, le toucher, le goût, enfin, ça dépend. Dans les bouquets de fleurs, par exemple, ça peut être autour du goût, de la cuisine, voilà. Et donc, ça vraiment, ça peut être pour différents types de publics, des jeunes, des moins jeunes. C'est ça qui est intéressant aussi dans ces ateliers. Moi, j'en ai fait un en tant qu'adulte autour de la peinture à Paris, au musée de la Marine. Je me suis éclatée à faire des dessins sur un truc dont j'avais demandé et pourtant je suis plutôt public senior, donc ça s'adresse à un plus grand nombre de visiteurs en termes de typologie de public. Ça a un coût quasi nul et ça fait appel à nos sens, donc ça reste en mémoire et ça reste une belle expérience. Donc c'est vraiment, si vous me demandez de vous donner un conseil en fonction de votre problématique à vous, je dirais ça. Je dirais ces ateliers. Et juste un dernier point, vous les vendez combien vos ateliers? Enfin, combien ils sont vendus au public qui vient? Et après, je crois qu'il y a Monsieur Perrin qui veut parler. Ça, moi, je peux. Enfin, ça dépend de vous, les tarifications. Là, vraiment, je ne peux pas répondre à cette question parce que ça dépend du nombre de personnes qui viennent. Est-ce que c'est des ateliers pour 5 ou 10 ou 15 personnes? Quel est votre tarif habituel? Et quel tarif vous pouvez mettre en place pour un atelier? Ça m'est un peu compliqué de répondre. Ça peut aller de 15 € par personne à 30 € par personne, pour un tarif réduit, 8 € par personne. Ça dépend vraiment de. Enfin, vous comprenez, c'est un peu difficile pour moi de vous donner un prix pour ça, quoi. Alors, Emmanuel, une question? Votre micro est Là. fermé, je crois, Emmanuel. Oui, Ah, voilà. voilà, c'est bon. Merci. Alors, c'était un témoignage. Moi, le lieu a ma vocation à faire des résidences d'artistes. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est effectivement de faire de la médiation, mais du Oui. coup, pas forcément autour de l'histoire du château, parce que moi, il n'y en a pas beaucoup, de toute manière, Oui. mais de faire des résidences autour de la population autour. L'année dernière, on a fait autour du potager, je pense que ça peut Ouais, parler à certaines personnes, où ouais. les artistes ont rencontré les habitants autour et ont du coup créé des œuvres à partir des témoignages, de ce que les habitants ont donné. Les habitants sont revenus, transformé les légumes, on a fait un repas avec les recettes. Et du coup, ça ne crée pas une activité économique directe, mais ça fait pas mal de notoriété. Bien Là, on sûr. recommence cette année autour du bicentenaire de la photographie, pareil en mobilisant les habitants autour. Et du coup, ça a une manière de faire connaître le lieu et de créer un attachement qui localement fonctionne bien. Et puis, vis-à-vis à la fois des pouvoirs publics et des médias, fonctionne aussi très bien parce que du coup, c'est un peu atypique. Du coup, ça change de ce que peut être un lieu historique. Et du coup, ça prend, enfin en tout cas, moi là où je suis, ça a bien pris et ça a été bien suivi et ça crée pas mal de notoriété. Et une petite info, si vous avez des projets de médiation, mais vraiment assez aboutis et que c'est déjà bien travaillé, avant le 27 février, il y a la Fondation Carasso qui lance un appel à projet sur la médiation culturelle. Et du coup, il faut avoir un projet construit avec des partenaires assez ambitieux. Les financements sont d'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros jusqu'à 100 000 euros. Si vous avez ce genre de choses, vous avez jusqu'au 27 février pour faire un dossier. Merci pour l'info.
Voilà. Et les résidences d'artistes, j'en ai parlé tout à l'heure, je confirme, c'est vraiment, ça peut être autour d'ateliers d'écriture aussi, sur ce qu'inspire un jardin, une fleur, autour de la poésie. Donc, bravo, ouais, ça c'est super. Ouais, c'est vraiment bien. Et dernier point, ça coûte pas forcément grand-chose parce que du coup, c'était Bah non. c'était subventionné l'année dernière et j'espère que ça le sera l'année prochaine. Donc du coup, ça m'a coûté du temps, mais quasiment rien comme argent. Ben, c'est bien, Emmanuel, vous confirmez mon idée d'atelier. C'est vrai que c'est une remarque importante, c'est qu'en fait, pour monter un projet facile à vendre aux partenaires, il faut quand même y mettre un petit peu de temps. Il faut consacrer un peu de temps à construire le message correctement, de Ouais. manière séduisante. Ouais. Histoire à raconter. Petite question de ma part, bonjour. Chloé de la Bonjour. Giclée à la Chipaudière, à Saint-Malo. J'avais une question pour revenir sur les ateliers. Donc, si j'ai bien compris, vous conseillez de construire un atelier après un speech sur un thème historique d'un lieu de nos monuments. Pas de faire l'atelier seul. Alors, en général, idéalement, dans le cadre d'une médiation, l'atelier vient clôturer 45 minutes de médiation autour d'un objet ou 2 objets ou 3 objets choisis dans le cadre de votre patrimoine, que ce soit dans le jardin ou au sein, à l'intérieur de votre bâtisse, pour qu'il y ait un élément de travail, entre guillemets, créatif. Voilà. Après, vous pouvez, donc ça c'est, voilà, mais vous pouvez tout à fait aussi, dans le cadre des jardins, créer un atelier en faisant appel sans faire de médiation en amont et en faisant appel au ressenti autour des fleurs, des arbres, je ne sais pas, de tout ce qu'on peut découvrir, différentes sortes de plantes au sein de votre parc, etc. Ça, c'est possible, mais je trouve que c'est mieux de l'accoler à quand même en amont une médiation, si courte soit-elle, pour qu'il y ait quand même un élément d'introduction, entre guillemets, à ce que vous allez demander après de faire, quel que soit l'atelier, que ce soit de la peinture, de l'écriture, du modelage, peu importe, la photo, mais qui est quand même un élément d'accroche autour de ça, quoi. Donc, faire une durée globale d'1h15, 1h30, Une heure, ouais. globalement. Pas plus. Alors ça, d'expérience, après 1h15, 1h30, c'est fini, vous perdez tout le monde. Donc, vous êtes d'accord? Ouais, donc vraiment. Donc, vous voyez, par exemple, 45 minutes ou 30 minutes, 40 minutes de médiation et 40 minutes d'atelier, par exemple, ou 30 minutes d'atelier. Oui, Voilà. ça dépend. Hein. Si on fait un atelier cuisine, il faut le temps de cuisson quand même. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et, mais bon, vous avez compris Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, moi je rebondis sur ce qu'on disait juste avant. Je trouve que c'est du bénéfice si on arrive à vraiment relier un atelier, par exemple, puisqu'on parlait de ça, Oui. à l'histoire du lieu. Je pense que c'est vraiment le bénéfice pour vous, pour le lieu, quoi. Par exemple, si vous faites un atelier création graphique d'une salamandre à Chambord, mais qu'on vous a pas expliqué avant en quoi la salamandre était liée à Chambord, bon, vous avez fait une jolie salamandre et vous serez peut-être très content de ce que vous avez rapporté, mais vous n'aurez pas accroché le souvenir au château de la même manière, quoi. Mais je pense que d'ailleurs, vous devez le faire, j'imagine, assez naturellement. Mais c'est tout au bénéfice du lieu, en fait, de raccrocher une histoire et une création en atelier. Oui. Bon, écoutez, si nous n'avons pas d'autres questions, il me reste à remercier Isabelle. Bon, avec grand plaisir. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a apporté des envies de faire. Voilà, c'est surtout ça, des envies de faire, j'ai envie de dire. Merci beaucoup Isabelle, merci à tous de nous écouter et puis je vous enverrai le replay pour ceux qui veulent le revoir. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, très bonne soirée.